Deuxième prédiction, c'est les cryptos dans Silicon Carnet. Alors, il y a un événement auquel il faut s'attendre en 2024. Tu nous en as parlé, Gary. C'est le halving de Bitcoin. Tu vas nous expliquer ce qu'est ce halving de Bitcoin et que on sait qu'il est prévu pour 2024. Et généralement, quand le halving a lieu, c'est-à-dire cette division du Bitcoin, ça fait monter les crypto-monnaies. C'est ça, Gary? Donc, Ouais. prédiction, tu nous dis, le Bitcoin va exploser en 2024. Alors, je me C'est suis dit pas que un j'allais prendre conseil une prédiction financier, hein. qui allait être 100% juste. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais prendre le halving du Bitcoin parce que ça, il y a très peu de chances que ça ne se passe pas. Après, la montée ou la descente du prix du Bitcoin, ça, honnêtement, j'en sais rien. Et je veux même pas spéculer là-dessus. Mais par contre, c'est vrai qu'historiquement parlant, donc le halving, c'est quoi? C'est sur le Bitcoin, de plus en plus, quand il y a des mineurs qui vont créer des Bitcoins, et il y a une difficulté de minage qui augmente au fur et à mesure qu'on mine en fait des bitcoins. Sachant qu'il y a plus ou moins 19 millions de bitcoins, je pense, qui ont été minés jusqu'à présent. Il en reste, enfin, 3 sur un millions total de 21 millions. Ouais. Et donc là maintenant, il y a ce halving qui va se passer. Ça va augmenter la difficulté de minage de bitcoin. Et souvent, ce qui se passe, c'est vrai qu'historiquement parlant, le prix du bitcoin augmentait. Parce que fatalement, comme c'est plus compliqué à fabriquer, on va dire, ben, fatalement, il faut le vendre plus cher aussi. Et donc, il y a tout un mécanisme en fait, de marché qui s'applique là. Est-ce que ça va se passer cette fois-ci? J'en sais rien. C'est assez marrant parce que quand tu regardes sur JP Morgan, qui crachait sur les cryptos il y a 10 ans, il crache plus vraiment trop dessus, mais bon, quand même un petit peu. Et là, ils disent non, mais c'est priced in. Donc maintenant, le halving, il est priced in, tout le monde connaît, il n'y a aucun problème, etc. Et ça, je pense que c'est probablement faux, parce qu'en fait, ce qui se passe à chaque fois qu'il y a ce halving de Bitcoin, il y a tout le monde qui reparle des cryptos, et comme dans les médias on parle des cryptos, tout d'un coup, tout le monde veut investir sur la crypto. Donc il y a un effet FOMO spéculatif qui se passe simplement par le fait des médias. Est-ce que ça va se passer cette fois-ci ou pas? J'en sais rien. Je vous conseille pas de mettre tout votre argent en crypto, en tout cas, ça c'est sûr. En tout cas, le Bitcoin a bien augmenté ces derniers mois. On le voit qu'il est sur une tendance très positive depuis le début de l'année. Exact. Le Bitcoin a gagné 150%. Alors, il n'est pas revenu au prix qu'il avait en 2021 puisqu'il avait atteint plus de 66 000 $. On en est encore à 44 000 quelque chose si j'ai checké ce matin. Ouais. Mais en tout cas, ceux qui ont acheté des Bitcoins fin d'année dernière ou début d'année 2023 ont fait plus 150%. De façon générale, sans parler de cet aspect spéculatif sur les cryptos, Kevin, Flavie, est-ce que vous avez un avis sur la crypto en général? 2024, est-ce que c'est... On sait que 2023, ça a été vraiment annus horribilis pour les cryptos. Est-ce que vous pensez que cette histoire est complètement derrière nous, c'est-à-dire que les cryptos n'ont plus d'avenir, ou au contraire, vous croyez que 2024, ça va être l'ère de la renaissance à nouveau des cryptos? On va reparler des cryptos. Qui veut commencer? Flavie? Moi, Bitcoin, produit financier, ça devient surtout, je pense que c'est pour ça que ça va monter encore entre les ETF, les nouveautés, là, les nouveaux trucs délirants, là où tu vas pouvoir louer tes Bitcoins. Je ne sais même plus comment ça s'appelle ça en anglais, mais c'est la folie. Donc en gros, je sais pas, ça devient un produit financier spéculatif encore plus. Donc c'est sûr que ça a encore de l'avenir côté spéculation. Après, moi, je suis une believer dans les cryptos, dans le sens où je trouve que ça apporte plein de choses dans les possibilités de paiement, la fractionnalisation des paiements, et notamment le paiement interpays, intercontinent, le paiement à la seconde. Enfin, il y avait vraiment des innovations de paiement qui sont dingues par rapport au payroll classique dans les entreprises, où tu te dis, mais c'est archaïque. Le mec, on est encore payé tous les mois par des vieilles fiches de paye. Donc, j'y crois. Par contre, j'ai jamais cru que ce serait mis en place en 2024 dans les boîtes, quoi, parce que c'est tellement disruptif qu'il va falloir peut-être que ça passe par plusieurs phases et ça sera peut-être pas notre salaire principal. Kevin, un point de vue sur les cryptos en général? Je vais le ressortir tout à l'heure encore, mais bon, le Gartner Hype Cycle est toujours super pour ça. On a vécu la hype, on a vécu le gros crash. La question, c'est combien de temps ça remet à remonter tranquillement derrière. Et je suis assez d'accord avec Flavie, c'est que en 2024, peut-être qu'on va voir les nouvelles idées pointées, mais on va pas voir l'adoption. Donc j'aurais plus tendance à attendre encore quelques années. Je pense que ça va être une remontée très lente et longue pour la crypto et la blockchain de manière générale. Mais beaucoup plus solide qu'auparavant. C'est-à-dire que quand on regarde le hype cycle, ça aura purgé la partie spéculative. Ouais. Et puis il y a une phase de enlightenment pour atteindre la phase de maturité et là la question c'est cette phase de maturité, elle sera peut-être 2026-2027 à ton avis. C'est ça. Et
pensais à toi, Carlos, parce que je me disais que l'année dernière, cette année, c'était une année de putain de roller coaster quand tu étais dans le Web3. Et donc moi, je regardais dans mes historiques pour préparer là, l'épisode. Il y a 282 jours, j'avais minté mon premier NFT membership pour le board de mon podcast. Et tu vois, il s'est passé tellement de trucs depuis, d'événements dans la crypto, de crash, d'onboarding d'entreprise que j'ai fait avec mon collectif. Et puis finalement, non. Enfin, je te jure, j'ai l'impression que c'était comme des années de chat, quoi. Ça comptait pour 7 ans l'année dernière dans le domaine Web3. Donc, je sais pas comment toi, tu as survécu à ce roller coaster. Ah ben moi, je suis passé d'un truc hyper sexy avec Uncut à le sentiment d'avoir ouvert un sex shop au Pakistan. Hein. C'est-à-dire que c'est à peu près, voilà. Mais écoute, nous on reste bullish. On pense que on s'est recentré sur le monde de l'art où je pense qu'il y a un vrai use case pour la blockchain autour de l'art et la notion de propriété et de décentralisation. On n'est pas du tout dans le monde de la spéculation, ni des NFT, ni des cryptos. Nous, ce qu'on veut, c'est offrir un espace pour les artistes où leur art est en leur possession et c'est eux qui sont en capacité de distribuer leur art comme ils le souhaitent, sans que leur art soit centralisé sur une plateforme en particulier. Donc, mais il faut être effectivement très convaincu de la chose pour rester motivé et continuer à avancer. Et puis, on parlait de levée de fonds et des startups de Web3 2023, ça a été effectivement super compliqué. Mais là où je te rejoins, Flavie, c'est que je pense que les cryptos ont énormément d'avenir parce qu'il suffit de regarder, je pense que tout le monde a fait cette expérience-là. Moi, j'ai encore hier eu une expérience hallucinante avec ma banque. La façon dont on gère l'argent aujourd'hui est complètement obsolète dans un monde digital dans lequel on vit. C'est-à-dire que hier, j'ai découvert que je ne pouvais pas faire un transfert, un virement sur un compte bancaire qui ne m'appartenait pas. Il fallait que je passe par un service où il faut que je les appelle au téléphone, que je donne un PIN d'initialisation de ma transaction et qu'on me rappelle pour que je donne un PIN de confirmation de ma transaction. Enfin, c'est n'importe quoi. Et en plus, les banques sont face à... On dit que la crypto est compliquée, mais moi, je trouve que le système bancaire, aujourd'hui, quand on essaye de faire des transactions à droite à gauche, est aussi super compliqué. Et on parle de fraude dans le domaine du Web3, mais si les banques ont mis en place cette usine à gaz, c'est qu'elles sont victimes, elles aussi, de scams, de fraudes incroyables. Et je pense que Kevin, toi, t'es bien placé pour le savoir, quoi. C'est-à-dire que c'est pas que le monde de la blockchain. On a besoin de révolutionner, d'innover dans ce domaine-là, parce que sincèrement, c'est archaïque, quoi. Ça, c'est clair. Et c'est particulièrement vrai aux US, by the way, parce que je pense que aux US. Alors, je pense qu'en Europe, vous êtes en venant de Belgique. Moi, j'avais jamais écrit un chèque. Tout est super facile. J'envoie de l'argent sans problème avec mon app, etc. Et puis j'arrive aux US il y a 6 ans. Et là, pour payer mon loyer, je devais écrire un chèque. Et j'étais là, putain, le mec, il me demande un chèque. Attends, non, mais c'est hallucinant. Et en fait, tout est comme ça encore. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, quand on te demande ton PIN, etc., c'est parce qu'en fait, aux US, au lieu de moderniser leur système bancaire, ils ont rajouté des systèmes foireux au-dessus d'un système déjà foireux. Donc, c'est encore pire qu'en Europe, en fait.